Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons passer à un autre cours sur le système lymphatique qui est un chapitre relativement court et le plan suivi dans ce chapitre est le suivant. Alors on commence par une définition, n'est-ce pas? On va parler du réseau lymphatique, des organes lymphatiques et des pathologies liées au système lymphatique. Le système lymphatique. Alors le système lymphatique, c'est l'ensemble des structures qui participent à la formation et à la circulation de la lymphe. Alors ce système, il regroupe deux choses. D'abord les organes lymphatiques qui sont responsables de la formation de la lymphe et du réseau lymphatique qui va servir à faire circuler cette lymphe. Donc, le système lymphatique comprend deux choses, les organes lymphatiques et le réseau lymphatique. Maintenant, quel est le rôle du système lymphatique? Alors, le système lymphatique, comme vous avez dû certainement le voir dans le cours d'immunologie, permet la circulation des cellules immunitaires, anticorps, macrophages, etc., dans tout le corps et activer la réponse immunitaire lors d'une infection. Un deuxième rôle très important de ce système, c'est qu'il draine les excès du liquide interstitiel au niveau des tissus et il va les retourner vers la circulation. Vous avez ici un lien très intéressant, je vous recommande vivement de le mettre sur Google et de le visualiser parce qu'il est très intéressant. Maintenant, on va parler de l'origine de la lymphe. Alors la lymphe provient du liquide interstitiel. Vous avez ici une représentation schématique du milieu intérieur. Qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma? On voit des cellules qui composent un tissu, on voit un capillaire sanguin, n'est-ce pas? Et on voit un capillaire lymphatique, n'est-ce pas? Alors vous avez ici des flèches, la flèche rouge, la flèche verte et la flèche jaune, qui marquent ce qui se passe entre les différents compartiments. Alors, la lymphe est un liquide incolore, légèrement jaunâtre, qui résulte de la filtration. Vous voyez, il y a une filtration du plasma sanguin à travers la paroi des capillaires artériels, bien entendu. Et ceci se fait sous l'effet de la pression sanguine. Lorsque le sang passe et il exerce une pression sur la paroi des vaisseaux, même si ce sont des capillaires, il y a quand même une petite pression. Cette pression va favoriser la filtration du plasma sanguin à travers les parois des capillaires. Et ce filtrat va circuler entre les cellules qui constituent l'espace interstitiel et les cellules vont en profiter. Alors, il y a une diffusion de l'oxygène, des nutriments dans les cellules et tout ce qui reste en excès de cette lymphe ou de ce liquide interstitiel va être filtré et va passer dans le capillaire qu'on appelle le capillaire lymphatique. D'accord? Alors, la lymphe, généralement, elle circule dans des vaisseaux qui lui sont propres, qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques et qui parcourent le corps humain. Le volume total de la lymphe est de 1 à 2 litres, comparé à celui du sang qui est de 5 à 6 litres par personne. Maintenant, on va voir de quoi est composée la lymphe. Dans la lymphe, on trouve les éléments du sang, sauf les globules rouges. Alors, on trouve des nutriments, essentiellement des lipides. On trouve des protéines qui ne représentent pas beaucoup, 5% à peu près. 1% des sels et on trouve surtout des globules blancs qui traversent la paroi capillaire par diapédèse. Donc, les globules rouges, eux, ne traversent pas la paroi des capillaires. Seuls les globules blancs la traversent. Vous avez ici un schéma qui est très explicatif où vous avez un tissu avec les différentes cellules. Nous avons un capillaire sanguin ici et un capillaire lymphatique. Alors, vous voyez dans ce schéma les globules blancs qui traversent, qui sont matérialisés en jaune, qui traversent par le phénomène de diapédèse que vous avez dû certainement voir dans le cours de biologie cellulaire. Ils traversent et ils passent dans le liquide, dans l'espace interstitiel. D'accord? Et tout ce qui passe du capillaire sanguin vers l'espace interstitiel peut passer dans l'excès de ce qui passe est repris par le
capillaire lymphatique. Alors nous avons ici un schéma très explicatif où vous voyez un tissu qui est parcouru par des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux sanguins sont colorés en rouge et en bleu et les vaisseaux lymphatiques sont représentés en vert. Vous n'avez qu'à voir le sens des flèches et vous comprendrez. Vous voyez, vous avez le sang qui arrive par des capillaires artériaux, d'accord, voilà, aussi vous avez une artère, une artériole, et ici vous avez les capillaires, n'est-ce pas? Alors, ce sang, il y a une filtration, ou une diffusion, comme on a dit, hein, dans le liquide interstitiel, et après, les capillaires lymphatiques vont reprendre l'excès du liquide interstitiel et vont le faire circuler dans un réseau qu'on appelle le réseau lymphatique. La même chose ici, vous avez des vaisseaux sanguins et lymphatiques d'une villosité intestinale. Alors le sang est représenté par les vaisseaux rouges et bleus, artères et veines, et tout ce qui est gris est représenté par tout ce qui est vaisseau gris, représente la circulation lymphatique. Alors il faut savoir que la circulation lymphatique va en parallèle avec la circulation sanguine, à l'exception de certains organes comme le système nerveux central, les muscles, les cartilages et la moelle osseuse. Alors donc, on retrouve les réseaux lymphatiques, on les retrouve dans tout l'organisme, à l'exception du système nerveux central, des muscles, du cartilage et de la moelle osseuse. Vous voyez qu'il va en parallèle, n'est-ce pas? Alors, la circulation de la lymphe, bien sûr, comment circule la lymphe? Il n'y a pas de pompe qui va la faire circuler. Eh bien, ce sont les mouvements du corps qui poussent la lymphe à circuler dans le corps. Nous avons les contractions des muscles squelettiques et des muscles lisses, des parois des vaisseaux lymphatiques qui permettent la circulation de cette lymphe. Alors, une chose très importante à laquelle il faut faire très attention, c'est que la lymphe circule toujours dans un même sens, une même direction. Et ceci provient, ou ceci est effectué grâce à des valvules qui sont orientées dans la même direction que la lymphe. Vous voyez ici un vaisseau lymphatique, vous avez le sens de l'orientation de circulation de la lymphe. Alors à chaque fois que la lymphe passe, les valvules sont ouvertes, et une fois qu'elles passent, elles se ferment et d'autres vont s'ouvrir. Tout ceci pour que la lymphe ne reflue pas dans le sens contraire. Vous avez ici un schéma qui représente la relation des capillaires lymphatiques avec les tissus, avec les cellules tissulaires et avec les capillaires sanguins. Vous pouvez prendre votre temps et le regarder en faisant attention à la direction des flèches. Vous voyez que le sang arrive par le système artériel, hein, d'accord? À ce niveau-là, hein, il y a un passage d'une partie du liquide interstitiel dans les vaisseaux lymphatiques, n'est-ce pas? Et ce sang ressort par le système veineux. Alors, on a toujours cette règle qui dit que à chaque organe, il y a toujours le sang circule dans le même sens. Il y a une entrée artérielle et une sortie veineuse. Et quand il y a des réseaux lymphatiques, alors le liquide interstitiel passe en excès, passe dans les vaisseaux lymphatiques. Le circuit de la lymphe. La lymphe, après avoir fait un tour au niveau du corps, est acheminée par le canal thoracique, le canal vert que vous voyez ici, qui va se jeter dans la veine cave sous-clavière, n'est-ce pas? Et de la veine cave sous-clavière vers la veine cave supérieure, et donc il va rejoindre la circulation sanguine. On peut dire qu'à peu près 100 ml de lymphe par heure circulent approximativement dans ce conduit thoracique d'une personne lorsqu'elle est au repos. Lorsque la personne exerce un exercice physique intense, ce flux peut être multiplié par 10 ou par 30. Le réseau lymphatique et ganglion lymphatique. Le réseau lymphatique est parcouru par des ganglions lymphatiques, que vous voyez ici, qui sont des espèces de petits nœuds, hein, et qui sont en nombre de 600 à 700 dans le corps humain. Alors, voyons voir, chaque ganglion possède une zone corticale superficielle qui contient des lymphocytes et une zone médulaire interne qui contient des macrophages. Nous avons ici des vaisseaux lymphatiques, voilà, qui arrivent au niveau du réseau et qui sont munis de valvules.
la lymphe arrive ici, elle est nettoyée, d'accord, et il en sort une lymphe toute propre. Donc, on peut dire que le réseau lymphatique, le ganglion lymphatique, qui se trouve sous forme de nœud, joue un rôle de filtre pour la lymphe grâce à la présence de lymphocytes et de macrophages avant qu'elle ne retourne dans la circulation, dans le système circulatoire. Donc, les ganglions lymphatiques jouent un rôle très important dans le nettoyage du réseau lymphatique. Maintenant, nous allons parler des organes lymphatiques ou organes lymphoïdes. Alors, les organes lymphatiques, il en existe deux types. Il y a les organes lymphatiques primaires et secondaires. Alors, les organes lymphatiques primaires sont la moelle épinière, la moelle osseuse ou bien le thymus. La moelle osseuse est localisée dans les os plats comme le sternum, les côtes, les vertèbres, les os iliaques et dans les épiphyses des os longs. Alors, en plus de sa fonction de producteur de cellules sanguines, la moelle osseuse assure aussi la différenciation et la maturation des lymphocytes B qui sont impliqués dans la défense de l'organisme contre des agents pathogènes. Ils sont appelés lymphocytes B parce qu'ils sont différenciés et ils sont différenciés au niveau de l'épiphyse, de l'os qui s'appelle en anglais bone. Bone veut dire os. Le thymus, deuxième organe lymphatique primaire, est situé, lui, à la base du cou. Il est constitué de deux grands lobes qui s'atrophient à l'adolescence et il participe à la maturation des lymphocytes T. T vient du mot thymus. Maintenant, nous allons parler des organes lymphatiques primaires et des origines des lymphocytes. Alors, les lymphocytes proviennent de la moelle osseuse et se développent dans les organes lymphatiques primaires. Voilà, nous avons un schéma qui est détaillé avec la légende. On peut dire que ici, l'origine des lymphocytes, c'est la moelle osseuse, n'est-ce pas? Le siège de développement, c'est tout ce qui est en jaune, c'est les lymphocytes T et les lymphocytes et la moelle osseuse. Et la différenciation s'effectue au niveau des ganglions lymphatiques, n'est-ce pas? Et ces lymphocytes, une fois immunocompétents et matures, vont circuler continuellement dans le sang, dans la lymphe et dans tous les organes lymphatiques de l'organisme. Maintenant, nous allons parler des organes lymphoïdes secondaires qui sont au nombre de 3. Nous avons les ganglions lymphatiques, qui sont des ganglions lymphoïdes secondaires. Nous avons la pulpe blanche de la rate et nous avons des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Alors, le lymphoïde, les ganglions lymphatiques, on en a déjà parlé, n'est-ce pas? Nous avons la pulpe blanche de la rate qui se trouve ici, sous le foie, entre le foie et le pancréas. Alors la rate, c'est un organe lymphoïde secondaire très important et il est constitué de deux parties. Il y a la pulpe rouge et la pulpe blanche et justement, c'est la pulpe blanche qui constitue l'organe lymphoïde secondaire. C'est un organe qui contient des lymphocytes T et B et des macrophages, n'est-ce pas? Et il s'active généralement à une réaction immunitaire qui s'occupe de la purification sanguine. Pour terminer, un troisième type d'organes lymphoïdes secondaires, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, qu'on appelle tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. En fait, il s'agit d'un ensemble de tissus lymphoïdes non encapsulés dans des organes, mais associés à des muqueuses. Et ce système, justement, permet la protection des muqueuses, qui sont des sites très stratégiques pour l'entrée des pathogènes. Et il contient des lymphocytes B, T et des T auxiliaires. Alors, je vous montre un petit peu les exemples de ces maltes. Nous en avons des ganglions occipitaux qui sont situés derrière la nuque, des ganglions cervicaux, des ganglions situés sous la peau, ici, au niveau des aisselles. Nous avons des ganglions au niveau du thorax situés en profondeur, des ganglions de l'abdomen situés également en profondeur et des ganglions inguinaux qui se trouvent au niveau de l'aine du pli. Pour terminer, nous allons parler brièvement de quelques pathologies associées au système lymphatique. Alors, il faut savoir qu'il est possible que le système lymphatique ne remplisse pas ses fonctions de façon adéquate pour des raisons suivantes. Soit qu'il est bloqué, c'est-à-dire qu'il se produit une obstruction dans le système lymphatique, ce qui entraîne une accumulation de la lymphe, c'est ce qu'on appelle un lymphodème.
un œdème de lymphe, soit par une infection qui peut entraîner du système lymphatique, qui peut entraîner un gonflement des ganglions lymphatiques parce que ceux-ci sont enflammés et infectés. Il s'agit là d'une lymphadénite. Et enfin, il y a le cancer, la fameuse maladie où des tumeurs peuvent bloquer les canaux lymphatiques ou peuvent se déplacer, c'est-à-dire métastaser au ganglion lymphatique proche d'une tumeur. Il s'agit là d'un lymphome. Et avec ça, nous aurons terminé le cours sur le système lymphatique.